Subsidiairement à ces instructions données à la suite de ce drame, répercutées par la Première ministre lors de la précédente réunion du Conseil des ministres, et la République démocratique du Congo a insisté pour que ces opérations se fassent de manière simultanée et concomitante. Donc on ne peut pas commencer d'abord la traque pour la neutralisation des FDLR et attendre quelques mois pour que le Rwanda puisse désengager ses forces. Nous avons identifié les difficultés liées aux saisies intempestives des comptes, aux exécutions barbares et intempestives de certaines décisions de justice contre les opérateurs. Nous avions organisé quelques opérations de roadblock, fouiller les véhicules dans les différents carrefours de la ville de Goma. Et le résultat de l'état de siège aujourd'hui, si vous faites un bilan comparatif, il y a plus de groupes armés qui se sont créés qu'avant l'état de siège. Il y a eu plus de morts aujourd'hui qu'avant l'état de siège. Omeli boni ne sali oboye. Na meli zododo. Omeli zododo putain. Na mela ngo. Omela ngo. La République démocratique du Congo et la République du Congo sont deux pays frères. Ils entretiennent de bonnes relations de coopération bilatérale. Preuve de cette bonne entente, le déplacement à Kinshasa ce samedi du ministre d'État chargé de l'aménagement du territoire de la République du Congo, Jean-Jacques Bouya, émissaire du président Sassou Nguesso et porteur d'un message particulier adressé au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Plus tôt dans la soirée, le chef de l'État avait présidé une séance de travail avec des officiers de haut rang des FARDC conduits par le chef d'état-major général de l'armée congolaise, le général Christian Chiwewe, et une délégation du commandement de la force terrestre ougandaise. Les échanges ont tourné autour de la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est du pays. Après avoir suivi le rapport sur les opérations conjointes contre l'activité des ADF dans la province de l'Ituri, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a donné des instructions claires pour le renforcement de la coopération militaire entre la RDC et l'Ouganda pour éradiquer l'insécurité dans cette région. Subsidiairement à ces instructions données à la suite de ce drame, répercutées par la Première ministre lors de la précédente réunion du Conseil des ministres, le vice-premier ministre, ministre des Transports, voies de communication et désenclavement, a été chargé à prendre des initiatives en vue de renforcer les capacités de tous les services étatiques, notamment le commissariat fluvial, ainsi que les services en charge des patrouilles fluviales, qui interviennent dans la sécurité des navigations fluviales et lacustres. Outre l'initiative déjà prise par le gouvernement pour la prise en charge des rescapés du naufrage pré-rappelé, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité a été chargée d'encadrer toutes les interventions humanitaires faites en faveur des victimes et ce, en sauvegardant leur dignité. Ici et par ailleurs, de mener un contrôle rigoureux afin d'établir les responsabilités à tous les niveaux et que les mesures idoines soient prises. Le président de la République a encore rappelé son instruction sur la lutte contre les ports clandestins qui sont aussi un vecteur de ce genre de fléau que nous connaissons sur ces voies, tant lacustres que fluviales. Il a insisté sur les mécanismes de supervision efficace de toutes les étapes de construction des embarcations et baleinières, mais aussi le suivi technique régulier pour les experts qualifiés
et bien formés du ministère des Transports. Un rapport est attendu à la prochaine réunion du Conseil des ministres. La question a été portée au niveau politique le 14 septembre dernier à Luanda et la République démocratique du Congo a insisté pour que ces opérations se fassent de manière simultanée et concomitante. Donc on ne peut pas commencer d'abord la traque pour la neutralisation des FDLR et attendre quelques mois pour que le Rwanda puisse désengager ses forces. Ici, il faut rappeler que nous avons des millions de compatriotes qui dorment à la belle étoile et dans des conditions infrahumaines parce que les pans entiers du territoire sont occupés par l'armée rwandaise. 4000 hommes, d'après le dernier rapport des Nations Unies. Il est important pour nous que les deux opérations se fassent de manière concomitante. Ça nous permettra d'accélérer, entre autres, les retours de nos populations dans leurs régions respectives. Alors, d'après le projet de plan harmonisé, il était prévu un décalage de 5 jours entre 1. La neutralisation des rebelles hutus-rwandais des FDLR et 2. Le début du retrait des troupes rwandaises et du M23 de votre territoire. Est-ce que ce sont ces 5 jours de décalage qui bloque tout? Je n'ai pas connaissance, moi, du plan harmonisé, y compris dans le détail, parce que c'est un document qui est censé être confidentiel, étudié au niveau de la médiation, et nous, de ce point de vue, nous nous y tenons. Mais ici, il faut noter que pour nous, la simultanéité et la concomitance est une condition indispensable pour nous permettre d'avancer dans cette quête commune pour le retour de la paix dans cette partie du pays. Que répondez-vous au ministre rwandais des Affaires étrangères qui affirmait samedi dernier au sommet de la francophonie que c'était vous qui bloquiez actuellement l'avancée des négociations? Je pense qu'il est de bonne coutume diplomatique que lorsque nous convenons autour notamment du médiateur que nous allons éviter l'escalade, de ne pas à travers les médias ou les réseaux sociaux chercher à dévoiler ce qui relève de l'ordre discrétionnaire lié aux discussions. Je vous ai dit tout à l'heure que les experts techniques n'ont pas la décision. Autant nous avons salué la pertinence des travaux qui ont été faits, autant c'est les politiques qui signent. Et lorsque le politique estime qu'il y a des choses à rajouter sur ce que les experts ont fait comme proposition, cela ne devrait nullement être perçu comme un élément de blocage. Et au 12 octobre, nous irons à Luanda avec la volonté de faire aboutir le processus pour le retour de la paix, parce qu'il faut rappeler que nos compatriotes décèdent tous les jours et ceci doit s'arrêter très vite. Alors ce samedi 12 octobre, c'est-à-dire demain, à Luanda, vous serez présent donc à ce 5e round de négociations avec le Rwanda. Est-ce que vous allez travailler sur le même projet de plan que celui du 14 septembre ou est-ce que vous allez travailler sur un texte qui aura évolué? Je crois que la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et les équipes de la République démocratique du Congo vont s'y rendre avec la bonne volonté qu'ils ont exprimée dès le début pour que nous puissions aboutir avec un plan qui consacrera à la fois la concomitance et la simultanéité des deux opérations. Monsieur le ministre, dans la nuit du 1er au 2 septembre dernier, la prison de Makala, à Kinshasa, a été le théâtre d'une tragédie. Le dernier bilan officiel est de 131 morts parmi les détenus. Le 9 septembre, vous avez annoncé qu'une enquête était lancée et qu'on en connaîtrait les premières conclusions une semaine plus tard. Quelles sont ces premières conclusions? D'abord, il y a eu 132 morts. Le bilan a été réajusté parce qu'il y a un mort de plus qui a été découvert. Donc la première phase de l'enquête consistait justement à la compréhension des événements tels qu'ils se sont déroulés, leur séquençage et en évaluer la portée. Il y a eu 132 morts au total et dont 112 sont décédés principalement par bousculade et par étouffement et toutes ces personnes ont déjà été enterrées. Dans la foulée, il y a des procès en flagrance qui ont commencé pour les cas des violences et de voies de fait qui ont été commis contre certaines femmes prisonnières. Le deuxième volet de l'enquête qui combine à la fois la justice civile et la justice militaire continue parce qu'il y a des éléments notamment qui sont extra-prison qui méritent d'être élucidés pour que nous puissions connaître la totale vérité sur ce qui s'est véritablement passé et les conclusions ne sont pas encore prêtes pour ces deuxièmes volets. Les éléments extra-prison dont vous parlez, de qui s'agit-il? Je ne saurais pas vous dire davantage, mais il y a des éléments en dehors de la prison qui sont intervenus en tout cas, ou des causes extérieures à la prison qui ont été à la base de ce qui s'est passé à la prison et c'est ce qui sera démêlé par la justice qui y travaille quotidiennement. Est-ce que des gens se sont évadés? Non. Donc tout s'est passé à l'intérieur de la prison en fait? Tout à fait. Alors vous avez promis la plus grande transparence et vous nous dites aujourd'hui que sur les 132 morts, 112 ont été tués par étouffement. Sous-entendu, les 20 autres ont été tués par balle, c'est ça?
Bon, écoutez, je ne présenterai pas les choses comme vous le faites, mais il y a eu des avertissements, notamment des tirs, des sommations qui n'ont pas été entendus et les forces de l'ordre sont intervenues pour restaurer l'ordre et la sécurité dans la prison de Makala. Alors vous avez promis la plus grande transparence, mais est-ce que cette enquête ne risque pas d'aboutir à un résultat décevant si elle est confiée à des autorités militaires, policières et carcérales qui vont tout faire pour dissimuler leurs propres responsabilités? Je crois que ce qui a été dit ici, dans le cadre de cette enquête, c'est que nous impliquions à la fois le Bureau conjoint des Nations Unies pour le droit de l'homme, la société civile, l'Église catholique, l'Église protestante et toutes les organisations non gouvernementales qui voudraient s'impliquer. Et c'est ce qui se fait pour que tout le monde puisse être informé au même niveau. C'est pour ça que les services carcéraux ont été ouverts, y compris les services judiciaires, ont été élargis à la société civile et à tous les acteurs qui pouvaient concourir à la manifestation de la vérité. Et quand est-ce qu'on connaîtra les conclusions de l'enquête? Je ne saurais pas vous donner les conclusions de l'enquête à ce stade, ça relève de la justice, mais les moments venus, nous allons nous assurer que ces résultats vous soient transmis. Toute la lumière sera faite. Ce mercredi, la République démocratique du Congo a été élue au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, en compagnie de 4 autres pays africains, afin d'y siéger à partir du 1er janvier prochain pendant une période de 3 ans. Mais après le drame de Makala, plusieurs ONG de défense des droits de l'homme regrettent ce choix en votre faveur. Qu'est-ce que vous leur répondez? Écoutez, c'est compréhensible, encore qu'il faut regarder de quelle tendance sont ces organisations non gouvernementales, mais ici, c'est d'abord la République démocratique du Congo. Ce n'est pas le pouvoir représenté par le président Tshisekedi ou par Madame Suminoa, mais c'est la République démocratique du Congo. Ici, je dois rappeler que la République démocratique du Congo a fait des pas énormes pour ce qui concerne la préservation, la promotion et la protection des droits de l'homme. Je voudrais pas parler de ce qui s'est fait dans mon secteur, mais s'il faut regarder le droit de personnes vivant avec handicap, s'il faut regarder la place de la femme, s'il faut regarder la gestion des questions liées aux victimes de différentes guerres à travers le FONAREF, je crois que la République démocratique du Congo a des bons exemples à donner en la matière, même si nous sommes dans une quête permanente. Et l'élection de la République démocratique du Congo au sein du Conseil des Nations Unies pour les droits de l'homme à Genève nous permettra de continuer ces combats pour la promotion des droits de l'homme à ce stade et nous porterons les causes qui nous sont les plus chères, notamment en ce qui concerne toutes ces personnes qui sont touchées par la guerre et leurs droits qui doivent être à tout prix préservés. Il y a 5 mois, le président Tshisekedi a déclaré qu'il voulait une constitution digne du pays, ce qui a provoqué beaucoup de remous à Kinshasa. Et la semaine dernière, le parti au pouvoir UDPS a relancé la polémique en appelant, je cite, à corriger les lacunes de la loi fondamentale. Est-ce qu'une réforme constitutionnelle est à l'ordre du jour? Non, la réforme constitutionnelle n'est pas à l'ordre du jour au niveau du gouvernement, parce que ce qui est à l'ordre du jour pour nous prioritairement, c'est les 6 engagements du président de la République. Et de ces points de vue, nous avons fait beaucoup de progrès. Notamment, vous avez suivi récemment que le prix du carburant avait sensiblement baissé. Le prix des denrées des nécessités devrait baisser dans le jour qui vient, en tout cas dès que les principaux importateurs auraient fini leur stock. C'est à cela que nous nous attelons. Donc pas de réforme constitutionnelle dans les mois qui viennent? De toute évidence, en connaissant le président de la République et son engagement pour la transparence, si une initiative de ce genre appelait à être prise, nous communiquerons de la manière la plus transparente possible. Mais ici, il faut considérer que ce n'est ni à l'initiative du gouvernement, ni dans aucune institution. C'est un débat d'à côté qui suit son cours parce que nous avons une démocratie qui est vitale, mais la priorité du gouvernement, du président de la République en ces moments, c'est de garantir le pouvoir d'achat de Congolais, de leur permettre d'avoir accès aux soins de santé de qualité à bas prix, c'est de terminer la guerre dans l'Est, c'est de s'assurer que nous avons créé plus d'emplois pour de jeunes, nous avons protégé le pouvoir d'achat, c'est cela l'urgence pour nous. À Paris, la semaine dernière, le ministre français de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a annoncé que la France allait organiser ce mois d'octobre plusieurs vols groupés pour reconduire des ressortissants congolais depuis l'île de Mayotte dans l'océan Indien jusqu'au Congo, votre pays. Quelle est votre réaction? Écoutez, la manière dont cela a été présenté est un peu spectaculaire, mais je pense que nous sommes loin de là parce que cela risquait de prêter à confusion. Il existe des mécanismes entre les deux pays qui permettent de manière régulière pour des citoyens qui ne sont pas en règle de retourner dans le pays et je pense que c'est à cela que le ministre de l'Intérieur faisait allusion. Donc il n'y a pas nécessité de les percevoir comme la nouvelle du siècle parce qu'il a parlé publiquement de ce qui s'est fait par les services depuis plusieurs mois. Donc des vols groupés, il y en avait déjà depuis plusieurs mois, ils ne démarrent pas ce mois d'octobre.
octobre. Il y a des mécanismes qui existent, notamment avec le ministère de l'Intérieur ou la Direction générale des migrations. Alors, quand il parlait de vols groupés, de combien de groupes parlait-il? Parce que, d'après certains chiffres qui m'ont été communiqués, il s'agit plutôt d'une dizaine de personnes. Après, je ne sais pas ce que cela peut signifier, mais ici, il faut considérer qu'entre pays, il y a des mécanismes. Lorsque les citoyens ne sont pas en situation régulière, ils sont appelés à être ramenés. Cela ne devrait pas être compris comme une mesure spectaculaire. Patrick Mouyaya, merci. Monsieur le ministre national de la justice et de la réforme. En mission officielle dans l'espace Grand Katanga, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux a été reçu en audience par la gouverneure du Lualaba vendredi 11 octobre 2024. Constant Mutamba Tungunga est allé présenter ses civilités et faire part à la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini du motif de sa présence dans la province du Cobalt, à savoir l'inspection du secteur judiciaire de manière générale en prévision des états généraux de la justice en RDC prévus pour le début du mois de novembre prochain. Sa mission porte sur les dispositions à prendre pour mettre fin à ce qu'il qualifie d'exécution barbare des décisions dont sont victimes les Lualabins, la saisie arbitraire dont des comptes en banque de certains compatriotes et des entreprises minières, les occupations des concessions minières par certains hommes en uniforme. Il est également question de pouvoir identifier tous les cas des tracasseries dont sont victimes les sociétés minières, mais aussi les populations du Grand Katanga, en particulier du Lualaba. Nous avons identifié les difficultés liées aux saisies intempestives des comptes, aux exécutions barbares et intempestives de certaines décisions de justice contre les opérateurs économiques, contre les opérateurs miniers, les envahissements dont sont victimes les sites des opérateurs miniers par des hommes en uniforme. En appui à la politique du président Tshisekedi, la chef de l'exécutif provincial a porté à la connaissance du ministre d'État Mutamba les projets de construction dans un futur proche d'une grande prison à Kolwezi et des centres carcéraux à l'intérieur de la province dans l'objectif de désengorger les structures actuelles. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux est venu pour s'attaquer à l'occupation illicite de la concession de la régie des voies aériennes, principalement la partie devant servir à la construction de l'aéroport international de Kolwezi, dont les travaux ont largement avancé. En cas de spoliation des biens et privés du Congo, comme vous le savez, l'aéroport de Salimon, qui devra être inauguré par son Excellence Monsieur le Président de la République, doit être parachevé. Mais aujourd'hui, les sites de la RDA font l'objet d'une spoliation scandaleuse. Il est question pour nous de pouvoir établir la RDA et la province du Lualaba dans leur plan pour permettre le parachèvement de travaux et le chef de l'État viendra tout de suite inaugurer ces grands aéroports. Avant de quitter l'hôtel du gouvernement Lualaba, le numéro 1 de la justice au sein du gouvernement Judith Souminois a visité la salle de conférence et la terrasse de l'édifice pour avoir une vue panoramique de la ville de Kolwezi, en jetant également un regard admiratif sur les deux immeubles du nouveau gouvernorat en construction. Les forces armées de la République démocratique du Congo et les forces de défense du peuple ougandais ont évalué du jeudi 10 au vendredi 11 octobre 2024 les opérations conjointes Shuja contre les terroristes ADF à Kinshasa. Plusieurs réalisations ont été enregistrées depuis le début de ces opérations conjointes, a indiqué le lieutenant-général Kayanja Mouanga. Après l'évaluation de Kinshasa, les conclusions des travaux ont été présentées le même vendredi au général d'armée Chiwewe Songesa Christian, chef d'état-major général de FARDC en présence de l'ambassadeur ougandais en RDC. Il ressort de ces conclusions la nécessité de poursuivre la traque des terroristes ADF, MTM, ISCAP, conformément à la volonté des chefs d'État des deux pays de ramener la paix aux populations de la région, a indiqué le lieutenant-général Ichali Gonzanduru Jacques, chef d'état-major général adjoint des FARDC en charge des opérations et des renseignements. Signalons que cette rencontre évaluative fait suite à celle du 30 septembre au 2 octobre 2024 à Fort Portal en Ouganda. Monsieur le chef d'état-major de la force terrestre, représentant personnel du chef d'état-major général de l'armée
ougandaise. Mon général, ainsi pense la séance de travail en République démocratique du Congo. L'opération s'affiche à Muji, Goma et les environs se porte bien, très bien. Nous avions organisé quelques opérations de roadblock, fouiller les véhicules dans les différents carrefours de la ville de Goma. Les résultats sont positifs. Vous-même, vous avez vu cette arme qui devrait être au front. Cela nous interpelle en tant que responsables de différentes unités, la gestion de matériel de guerre. Comment c'est sorti dans un magasin d'armement pour se retrouver entre les mains des bandits à main armée? Et je n'hésiterai pas de dire que ces armes pouvaient prendre la direction de la zone ennemie avec des caisses de munitions que vous venez de voir ici. Nous félicitons nos services. D'ailleurs, vous voyez aussi chaque semaine plus tôt que nous démantelons les réseaux. La plupart sont des militaires que nous venons encore de mettre à la disposition de l'auditorat de garnison. Avec les bons syndicales des enseignants, nous avons discuté longuement avec eux. Les uns et les autres ont émis un certain nombre de préoccupations. Des préoccupations qui, du reste, sont prises en charge. Et cependant, des enseignants, ce sont des enseignants. Mais avant tout, ils sont parents. Et donc, le fait de ne pas reprendre le chemin de l'école, c'est quelque chose qui risque de porter préjudice, ou sinon est en train de porter préjudice sur l'année scolaire de nos enfants. C'est ainsi que les bancs syndicales, en bons parents, que nous remercions et que nous félicitons. Nous, c'est parce que nous sommes, n'est-ce pas, l'exécutif provincial du Congo central. Et à ces discussions qui ont été animées par son Excellence, Monsieur le gouverneur de province du Congo central, Nkwanga Maswangi Bilolo, nous nous sommes fixés ou sinon entendus sur ce qui dérange. Il n'y a pas eu de tabou. Tout a été dit, sauf rien. Et pour question, n'est-ce pas, de faire montre de l'implication réelle du gouverneur du Congo central, il y a une délégation des enseignants qui a été prise en charge par la province du Congo central, qui est allée sur Kinshasa aujourd'hui pour aller déposer un mémo, sinon tout ce qui a trait à leurs revendications au niveau de l'Assemblée nationale à Kinshasa. Ceci démontre, n'est-ce pas, la volonté de l'exécutif provincial qui est vraiment préoccupé à cette question des enseignants. Décision a été prise de part et d'autre, n'est-ce pas, de se soutenir. C'est ce qui fait que dès demain matin, les enfants vont devoir aller à l'école. L'État, au niveau du Congo central, va prendre en charge l'aspect sécuritaire et des enfants et des enseignants. Nous en appelons, nous, la province du Congo central, à la responsabilité en tant que parents du reste de l'autre partie du banc, n'est-ce pas, des enseignants qui pensent qu'il faut continuer avec la grève. Et mon interpellation, il est important pour prévenir l'année scolaire de nos enfants que ceux qui, n'est-ce pas, qui pensent qu'il faut qu'on ait avec la grève rejoignent, n'est-ce pas, les autres, mais évidemment tout en continuant à discuter ou sinon négocier sur les aspects qui cadrent avec leurs revendications. Le message reste le même que celui de l'excellence monsieur le ministre à côté de moi. Nous appelons à tous les anciens qui n'avaient pas encore commencé le cours d'emboîter les pas à ceux-là qui avaient déjà commencé et que les cours reprennent déjà dès demain lundi à 7h30 pour ceux du compte de l'avant-midi et à 12h30 pour ceux de l'après-midi. Quant à moi, c'est aussi un message de soutien que nous lançons pour notre Premier ministre qui est de notre ici. C'est aussi une forme de soutien que nous lui apportons.
peut-on être réfugié chez soi? Ce n'est pas possible et surtout causé par nous-mêmes. Il n'y a pas un ennemi venant de l'extérieur. Nous-mêmes, comment peut-on chancer nos populations et encore chez nous? C'est déjà positif parce que, je me rappelle, on était venu avec les commandants région militaires, mais c'était horrible. Commandant région, mais il y croit fantôme. Le chef de ces entités ont martelé tour à tour sur la paix et la cohésion sociale. Excellence. Je remercie Excellence gouverneur des provinces, Johnny Luboya, pour tout ce qu'il fait. Je crois tout celui qui est intelligent voit tout ce qu'il fait pour la province de l'Ituri, pour que nous ayons la paix. Aujourd'hui, nous vivons déjà dans cette paix. Pour préserver la paix, la première des choses, c'est l'encadrement et prise à charge de ces groupes armés. Satisfait de la prise de conscience de jeunes à haut risque. Les corps des victimes repêchés après les naufrages du 3 octobre dernier sur les lacs Kivu ont été mis en terre dignement. Avec l'implication de la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Aziza Mounana, qui s'est battue pour que tout se passe dans le calme et surtout en toute dignité, sur instruction du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Lors de la cérémonie d'inhumation, les vice-gouverneurs du Sud Kivu saluent les efforts du président de la République, lui rend hommage pour son intervention éloquente et informe à la population les résultats trouvés à l'aide des différents moyens techniques disposés pour arriver à une conclusion provisoire. Les membres du cabinet de la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale se sont inclinés devant les cercueils et ont posé leurs gerbes de fleurs. L'on peut constater la peine d'enterrer ces plusieurs corps au cimetière des Makao sous les visages des familles des victimes. Pour ce premier groupe, ce sont les victimes du Nord Kivu qui ont été enterrées. Après Goma, tous les corps du Sud Kivu ont été mis sous les bateaux, direction Minova, où une vingtaine de cercueils seront mis en terre selon leur tradition, après une cérémonie en leur mémoire. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Aziza Mounana, s'y est impliquée personnellement jusqu'à l'enterrement du dernier corps. De quoi soulager tant soit peu les familles des victimes. Entre-temps, les recherches se poursuivent sur les lacs Kivu pour retrouver d'autres corps qui sont encore dans les eaux. Pour rendre effective la vision Tiopo Mosala à travers le programme Samedi Bilanga, le gouvernement Lendongolia lance la campagne agricole avec la distribution des semences de base aux agrimultiplicateurs. Les soucis étant pour le gouverneur de province, pour les Lendongolia et les Babonga au Kelenge, de faire de la Tiopo un grenier agricole. Un projet d'appui au développement de chaînes de valeur exécuté dans les 6 provinces. Odilon Kawaya, chef de projet PADCA, CIP et Poupa, projet d'urgence pour la production agricole, se félicite de l'effectivité de celui-ci qui vient accroître la productivité des agriculteurs conformément à la vision du gouverneur de province. L'acceptation est que cette semence doit rentrer sur la terre pour que ça soit multiplié pour que nous ayons la nourriture. La province de la Tchoko n'est pas seulement une province minière, mais c'est aussi et grandement province agricole. La semence, elle n'est pas donnée directement par nous, le projet, mais elle est donnée par le gouvernement. Et le gouvernement a tous les services attitrés de pouvoir sensibiliser. Au nom du gouverneur de province, Ponlele Ndongoli et Babonga, le vice-gouverneur Didier Lomoyo Itekou et gouverneur par intérim salue la détermination de l'autorité provinciale, celle de ramener la population à travailler la terre. D'où son appel à la mobilisation de tous et à l'utilisation efficiente pour la réussite de Samedi Bilanga. Vous conviendrez avec moi que la vision de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, Paulin Lendongolia Leba Bonga, la vision de Tiopo Mosala, matérialisée par la dynamique Samedi Bilanga, répond effectivement de manière concrète
À cette détermination de la vision du premier agriculteur congolais, j'ai cité son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il nous est demandé tous de nous mobiliser et nous engager à faire de l'agriculture notre cheval de bataille pour le développement de notre chère province. Je suis convaincu que tous les bénéficiaires des semences dont nous allons aussi lancer la distribution les utiliseront pour une année agricole 2024-2025 très productive et rentable, comme ces bons ouvriers de la parabole des 8 talents du Christ dans l'évangile de Jésus-Christ, selon Matthieu. 80 000 tonnes de semences de riz et 267 620 mètres linéaires de manioc sont réceptionnés par Didier Lomoyo Itekou auprès du projet qui remet à son tour aux agri-multiplicateurs à la grande satisfaction de participants. Je pense que les Congolais et beaucoup de Rwandais m'ont apporté un soutien important pendant toute cette période parce que une grande partie des médias soumis au FPR, à Paul Kagame, m'a traité quasiment de négationniste avant même que je ne sois jugé. On se retrouve en France dans une situation où c'est un dictateur africain qui est au pouvoir depuis 30 ans et qui a mis le Rwanda et la République démocratique du Congo en coupe réglée, qui vient faire la loi et qui impose aujourd'hui sa loi à la France. Donc, j'espère que la justice française ne se laissera pas impressionner par ce diktat. Je sais que Kagame avait demandé la tête du procureur Carla Del Ponte au tribunal pénal international. Il l'a eu. Il a demandé à obtenir la destruction de l'enquête du juge Bruguière. Il l'a eu. Et aujourd'hui, il demande la tête de Charles Nana. J'espère qu'il ne l'aura pas. Soki azuite na élection esengeli totuna Nzambe boyete biso pe tolobi boye il faut tuna Ange Michael na Ange Gabriel soki ndoto ya ko changer constitution et utie pa ya Nzambe to pe utie pa ya Nzambe te boyete yango wana mission ya solo eza biso na bino bato tozo souffrir biso na bino bato kati pongi leo na 6 heures pour na kosala adhésion massive biso na bino bato oyo tolia karepa o to bengi kuka o tolamukaka na tongo toliete toliemba moko na 20 heures tolie tolali mbala moko pongi boyete biso bato tobosana goût ya petit déjeuner biso nde toyebi pasi wana est-ce que constitution et ebisa bino ete na présidence barrière ya salaire ezala boyoka déjà arriéré à salaire na et pas ba député boyoka arriéré à salaire et pas ba ministre boyoka arriéré à salaire et pas ba membre ya présidence siko constitution ko changer pour ndeko Tshisekedi d'être na pouvoir. Ba maman soki bolingi Tshisekedi d'être na pouvoir pour ndima changer constitution. Mais nga ebisi bino boy. Na sepelaka mokolo mosusu bosangani bolobi elenge wana kufaki akendaki marche babomiye. Ke boyoka ete na kufaki na chambre na nga na malaria, na kufaki na chambre na nga na typhoïde. Bokolelanga lelo bokolelanga lobi kasi bokanisa nga ite. Mais soki lelo na kufi pona mboka na nga naza sur ete ata yo bino bolobeli yango te mais bana ya bana na biso bakolobela yango boyete tozala na ndeko Tshisekedi awa na ndeko Kabuya awa mutu azalaka na mutuka ya $80,000 azalaka te mutu azalaka na mutuka ya $100,000 azalaka te mais lelo voyage koma pamba mituka pamba misolo pamba soki mboka na biso eza mobola ndenge nini bomo ya libota na bango échanger mais ya biso ezo changer te zenge to mituna mutuna yango wana lelo na encourager adhésion oyo pamba te bato bakokanisaka ete politique botikela yango kaka biso politique eza mpona biso te eza mpona moto nyonso boye te est-ce que bamama oyo baza na salle oyo bapapa oyo baza na salle oyo bakosunga biso ntango tokosenga bato ete totelemela makanisi ya Kabuya ya kochange constitution est-ce que bokozala na biso elongo est-ce que bokozala na biso elongo est-ce que bokozala na biso elongo na bandeli lisusu tangu ndeko Tshisekedi
Angelou Michael na Gabriel bakolo tisayen loto ko changer constitution. Est-ce que ba maman bilenge o bakembaka bana ba fonctionnaire bana ba militaire ba champion na biso bilenge oyo avenir ezalaka lisusu te tokoma kotalela kaka nzambe? Est-ce que bako sunga biso ko telemela ndeko Tshisekedi na makanisi na ye? Est-ce que bako telemela ye? Est-ce que bako telemela ye? Yango wana nga na lobi boye. Et si tobotama ya makasi etikali to sala nini? Et si tobotama ya makasi etikali to sala nini? Et si tobotama ya makasi etikali to sala. Et les résultats de l'état de siège aujourd'hui, si vous faites un bilan comparatif, il y a plus de groupes armés qui se sont créés qu'avant l'état de siège. Il y a eu plus de morts aujourd'hui qu'avant l'état de siège. On est dans un taux qui dépasse même 500%. Il y a eu plus de déplacements qu'avant l'état de siège. On dépasse même le taux de 1000% de déplacements aujourd'hui. Il y a plus de destructions qu'avant l'état de siège. On dépasse même 800%. S'il faut parler des axes routiers, la plupart des axes routiers sont freinés aujourd'hui, sont bloqués parce que les groupes armés pilulent partout. Et parfois, il y a des civils qui s'hasardent, ils peuvent passer, mais souvent, ils sont tués. Il n'y a pas eu 1 centimètre de territoire récupéré avec l'état de siège. Il n'y en a pas eu. Il y a eu, par contre, l'affairisme, les business, les minéraux qui ont explosé. Il y a eu des exploitations illicites, des Chinois qui sont partout, qui opèrent dans des milieux où il y a les groupes armés. Parfois, on se comprend, on se demande, mais quel est l'accord entre les gouvernements et ces Chinois ou ces opérateurs miniers dans des zones où il y a les groupes armés, mais ils sont bien sécurisés, ils sont parfois avec des militaires du gouvernement congolais. La délégation de l'Institut congolais pour la conservation de la nature est conduite par son directeur général en séjour officiel à Kisangani. Milangangai Yves expose ainsi au vice-gouverneur Didier Lomoyo Itekou, qui assume l'intérim du gouverneur de province, les menaces qui pèsent sur la concession du jardin zoologique de Kisangani sur la rive droite de la Tchoupo. Je suis venu voir l'excellence, monsieur le gouverneur, avec 2 objectifs. Le premier, c'est d'abord lui présenter mes civilités, et des 2, c'est lui demander son implication par rapport à la spoliation au niveau du jardin zoologique et botanique de Kisangani. Jadis, c'était un bijou de la province. Et là, ce qui me réjouit, c'est un dossier qu'il maîtrise à l'époque quand il fut bourgmestre. Ces menaces de spoliation interviennent alors que l'ICCN s'apprête à réhabiliter le jardin zoologique de Kisangani, si l'on en croit le DG Milangangai Yves. Nous avons déjà un partenaire qui a effectué déjà une mission avec l'ICCN, et je pense dans les jours qui viennent, le partenaire va rentrer pour déjà commencer les travaux de réhabilitation de notre jardin botanique et zoologique de Kisangani. On va ramener, repeupler les eaux, ou soit amener de nouvelles espèces, les okapis, les bonobos, des espèces phares ou endémiques qu'on trouve qu'en RDC. J'étais choqué pour ma première fois de voir l'okapi, c'était à Anvers, en Belgique, et la deuxième fois c'était aux zoo de New York. Mais vous pouvez sillonner partout dans notre pays, vous ne trouverez aucun okapi. Et ça m'a révolté. Je dis, on est déterminé, on doit lancer, même relancer les réhabilitations de tous nos zoos, nos jardins botaniques et zoologiques. En réaction, le gouverneur intérimaire des provinces, Didier Lomoyo Itekou, s'engage à accompagner l'ICCN dans ses efforts à préserver l'intégralité de sa concession au bord de la rivière Tchoupo. Quatre mois après le lancement officiel des travaux de construction des rocades sud-ouest et sud-est de Kinshasa, le projet est promettant.
accompagné de ses collègues de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme et habitat et aux côtés de ses services sous tutelle dans ce projet ainsi que de l'entreprise CISC, le ministre d'État en charge des infrastructures et travaux publics a parcouru les 63 km sous la conduite du directeur général de la CGT. Alexis Guissaro-Mouvouni donne ici le sens même de cette descente interministérielle pour ce projet que suit de très près le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La présence de tout ce monde, c'est lié au fait que nous voulons nous assurer de la qualité des travaux qui sont exécutés. Il faut savoir que le projet de rocade est un projet qui est suivi personnellement par son Excellence Monsieur le Président de la République, qui nous a assigné le devoir de faire un rapport au Conseil des ministres tous les trimestres. Au-delà de construire la route, il faut donner vie à cette route. Le ministre d'État, Guy Loandomboyo, précise que son ministère interviendra dans la planification pour l'occupation des espaces tout au long de la rocade. Donner vie veut dire essayer de jeter les jalons en termes de planification pour les occupations des espaces qui sont tout au long de la rocade. Dans cette action interministérielle, le ministre Crispin Badou de l'Urbanisme et Habitat annonce pour sa part l'élaboration d'un plan d'aménagement urbain dans la commission déjà mise en place pour le suivi de ce projet. Nous avons fait des observations pour qu'on tienne compte des emprises d'une part et des reculs aussi d'autre part. C'est pour éviter des constructions anarchiques tout au long de la rocade. Lancé le 22 juin 2024 par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour une durée de 3 ans et sous financement du contrat sino-congolais, ces travaux de la construction de la rocade de Kinshasa visent à réduire les coûts et les temps de transport dans la ville.